valorisation, si vous voulez. Donc c'était ça la première idée. Bien. Alors, ça, c'est la première deuxième idée, je ferme la bourse. Deuxième idée, fermer la bourse. Parce que, voilà, la grosse objection anti-islam, les investisseurs vont s'en aller. Je veux dire, il faut quand même qu'on se rende compte tout de même de la chance qu'on a que les investisseurs viennent placer leur argent en France. Nous sommes tout de même le pays des syndicats, des 35 heures, de la gréviculture. Donc on devrait être très content et surtout on devrait s'inquiéter de leur faire le moindre mal et qu'ils puissent quitter la bourse. Horreur, malheur. Bon. Alors, je veux dire, c'est là quand même qu'il faudrait y regarder de plus près, quoi. Parce qu'après tout, la bourse, c'est une forme institutionnelle comme les autres, donc on peut faire son bilan. Et si le bilan n'est pas bon, et il s'ensuit la décision logique qu'on peut envisager de fermer la boutique. Alors on y va, le bilan, 2 colonnes, d'un côté les plus, de l'autre côté les moins. Bon, alors du côté des moins, bon, je veux dire, il y a toutes les tares du capitalisme actionnarial, on en a parlé. Je voudrais ajouter que les coûts du capitalisme actionnarial, qui s'expriment au travers de cette forme institutionnelle qui est la bourse, ne sont pas que des coûts sociaux. Parce que si on parlait comme ça à quelqu'un qui n'aurait en tête que la logique économique, qui nous dirait « écoutez, oui, c'est bien dommage, je sais, des gens souffrent, les inégalités se creusent, mais que voulez-vous, c'est économiquement efficace, alors on va se le garder ». Mais non, du côté des coûts, il y a également des coûts économiques, parce que vous savez que la contrainte actionnariale est ce qui met sous pression constante le salaire, et qui induit donc des manques à gagner et des manques à solvabiliser la consommation. S'il pose un problème pour écouler la marchandise, bien sûr. Alors, les libéraux ont une idée fine. Le crédit à la consommation. Eh bien voilà, c'est ça. C'était d'instituer le crédit à la consommation comme béquille permanente de la rémunération salariale manquante. Alors, on a vu comment ça s'est terminé. Bah oui. Bon, pas très bien. Alors ça, c'est pour les moins. Alors maintenant, il faut s'attaquer à la colonne des plus, puisque c'est de ce côté-là qu'on trouve les promesses radieuses que vous nous rappeliez à l'instant. Et effectivement, de ce côté, on nous annonce monts et merveilles. Bon, alors les monts et les merveilles, en gros, c'est toujours à peu près la même idée. C'est la bourse est le moyen moderne et efficace de financer l'économie et les entreprises. Donc de pourvoir aux moyens financiers du développement économique. Et alors, il faut bien regarder qu'au départ, il y a une idée qui n'est pas complètement sotte. Je veux dire, d'un côté, dans l'économie, vous avez des agents qui dépensent moins qu'ils ne gagnent. Alors, en général, c'est les ménages. Ils ont de l'épargne, puis ils ne savent pas quoi en faire. Donc, c'est des agents qui ont envie de placer leur épargne, ils ont une capacité de financement. Puis, de l'autre côté, vous avez d'autres agents qui sont les entreprises qui, elles, au contraire, ont besoin de fonds pour investir. Bon, alors, l'idée de la bourse, c'est on va créer un marché spécial où vont se rencontrer les agents à capacité et les agents à besoin de financement. Mais ça, les banques peuvent le faire, non? Alors, ça passe souvent par des intermédiaires qui sont les banques. Mais, je veux dire, cette mise en connexion-là, voilà, c'est la grande idée de la bourse. Alors, on dit, ma foi, comment pourrait-on objecter à une trouvaille si ingénieuse? C'est parfait, cette histoire. Bon. Sauf que le grand paradoxe du capitalisme actionnarial, c'est que, au lieu que ce soit dans la logique initiale de la bourse, les actionnaires qui financent les entreprises, c'est maintenant les entreprises qui financent les actionnaires. Et alors là, il y a quand même un renversement stupéfiant et qu'il faut s'expliquer, je veux dire. Ça vient de 2 choses, en gros. D'abord, la première chose, c'est que les actionnaires apportent des capitaux aux entreprises, sans doute, mais pas pour des prunes. Ils demandent une contrepartie. Cette contrepartie, ça s'appelle le dividende. Donc ça, c'est déjà un premier reflux en provenance des entreprises vers les actionnaires. Mais le point important, c'est que ce reflux a gagné en intensité dans des proportions absolument hallucinantes dans les dernières décennies. Pourquoi ? Parce que entre les actionnaires individuels, de jadis, les petits porteurs, et les entreprises, sont venus s'interposer un acteur intermédiaire qui sont ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Alors c'est qui les investisseurs institutionnels? C'est les fonds de pension, les fonds mutuels, les SICAV, les OPCVM, les compagnies d'assurance vie, les banques qui gèrent les PEA ou les comptes titres de leurs clients, etc., etc. Donc d'un côté, si vous voulez, vous avez ces énormes institutions financières qui collectent les épargnes et qui les agrègent. Parce que les épargnes individuelles, séparément, c'est une petite poussière d'épargne microscopique, une myriade, qui n'ont chacune aucun pouvoir. Le pouvoir, ça vient de l'agrégation des épargnes, et c'est pour ça qu'il revient à ces investisseurs institutionnels exclusivement, qui, eux, opèrent la constitution de la force de frappe financière. C'est eux, ils ont l'épargne concentrée dans leurs mains. Et de l'autre côté, ils se tournent vers les entreprises. Alors ça change tout, parce que, je veux dire, supposez que Daniel Mermet, petit porteur, enfin, imaginez qu'un jour vous réussissiez. Pas un gros oui, porteur, mais parce que vous ne faites rien qu'à dépenser, c'est tout. Je veux dire, imaginez qu'un jour vous soyez capable de mettre un peu d'argent de côté au lieu de tout claquer en costume Smalto ou pour les traites de la Ferrari. Bon. Et puis vous apporteriez vos petites économies à Total ou à Danone, etc. Et tout le monde ferait comme vous. Bon, vous toucheriez le dividende qu'on vous donne, vous diriez merci et bien content quand il n'y en aurait un. Quand les investisseurs institutionnels viennent se glisser dans ce jeu, que le marché boursier est animé exclusivement par eux, le rapport de force avec les entreprises change du tout au tout. Et l'histoire récente
du capitalisme actionnarial. C'est l'histoire de l'émergence du pouvoir actionnarial, c'est-à-dire c'est l'histoire de l'effacement de la figure du petit porteur et de son remplacement par la puissance des intermédiaires. Et c'est ces intermédiaires immenses qui détiennent le pouvoir d'exaction et d'extraction. Ce sont eux qui ont le pouvoir d'extraire le maximum des entreprises. Et ce maximum, il prend notamment la forme du dividende, qui a cru dans des proportions considérables. Entre 1982 et 2007, la part des dividendes versés aux actionnaires dans le produit intérieur brut est passée de 3,2 à 8,7%. C'est tout à fait considérable. Donc c'est avec des choses comme ça qu'on fait un changement de monde. Bon, mais ça ne me dit pas quand est-ce qu'on en finit avec le capitalisme. Ah, alors ça peut-être la prochaine fois, non? Oui, c'est ça. Mais c'est toujours ça. Il faut toujours attendre la crise d'après, quoi, pour en finir. C'est ça le truc. Et alors, on en revient à cette expression autour de laquelle on déroule cette discussion. Se débarrasser du capital. Bon, se débarrasser du capital, ça peut vouloir dire plein de choses. Fermer la bourse, c'est la signification spécifique que prend cette formule quand on considère le capital comme moyen de financement. Mais on peut comprendre le mot capital autrement, en lui donnant une portée conceptuelle beaucoup plus étendue. On peut le comprendre non plus techniquement comme instrument de financement, mais en revenant tout simplement à ce que disait Papa Marx du sujet. On peut comprendre le capital comme rapport social. Le capital comme rapport social, c'est que le pouvoir découle de la propriété des moyens de production. Oui. C'est que les salariés se soumettent à l'autorité des propriétaires des moyens de production. Et donc, le capital comme rapport social, c'est le coup de force qui brise la symétrie première entre le capital et le travail. Parce que lorsqu'on regarde la chose de près, on s'aperçoit que les apporteurs de machines ne peuvent pas plus se passer des apporteurs de force de travail que l'inverse pour produire quoi que ce soit. Sauf que précisément, le capital